Comme vous le constatez, je suis dans un bois qui est relativement humide parmi des plantes qu'on appelle des plantes d'eau. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons voir une plante d'eau en particulier qu'on appelle la scolopendre. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je me suis placé un petit peu ici parmi des plantes qui poussent à l'humidité et qui ont besoin, entre autres, de beaucoup d'eau pour pouvoir se reproduire. Vous le verrez tout à l'heure, je vous en donnerai quelques explications. Cette plante qu'on appelle la scolopendre, à ne pas confondre avec le scolopendre qui est une forme de mille-pattes, mais néanmoins un mille-pattes dont le nom n'est pas sans rapport avec ce que nous verrons tout à l'heure, à savoir la façon dont sont placées les parties qui permettent la reproduction de la plante. Donc il n'y a pas tout à fait une erreur complète lorsqu'on dit le scolopendre, mais cette plante s'appelle la scolopendre. Donc cette plante est relativement courante dans les milieux humides, dans les sous-bois, les bois et proche des cours d'eau comme ici. Ici vous l'entendez, je suis à côté d'une petite rivière. Cette plante est assez facile à reconnaître. Elle est déjà facile à reconnaître parce qu'elle est verte pratiquement toute l'année, aussi bien l'été comme l'hiver. Comme vous le voyez, elle forme de grandes feuilles très allongées qu'on appelle des frondes. Et ces feuilles ont une caractéristique particulière, c'est qu'elles ressemblent un petit peu de loin à des grandes langues. Ce qui lui a d'ailleurs valu un surnom, le surnom de langue de cerf. Si vous avez déjà vu bramer des cerfs, vous aurez remarqué qu'ils ont souvent une langue pendante, et une langue pendante qui ressemble un petit peu, en un peu moins long évidemment, à ces grandes frondes, ces feuilles. Alors ces feuilles sont portées, comme vous le voyez ici, je vous le détaillerai tout à l'heure en image évidemment, par des pétioles qui sont relativement longs, mais beaucoup moins que la feuille en elle-même. Ce sont des plantes qui, globalement, peuvent mesurer jusqu'à peu près 60-80 cm de longueur en fonction des endroits où elles vivent. Comme vous le voyez, elles aiment les endroits qui sont humides et celle-ci, en l'occurrence, pousse à côté d'une petite rivière. La plante pousse en général en touffe, c'est-à-dire que vous verrez assez rarement une seule feuille, mais plutôt un groupe de feuilles partant d'une formation, si vous voulez, d'un collet suffisamment important. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, les racines forment une espèce de gros rhizome, c'est-à-dire une racine un petit peu qui s'est surépaissie pour se gaver de nourriture, et la plante démarre à partir de la zone de cette racine. Donc on a une espèce de gros bouquet, une touffe, on appelle ça une touffe, de ces feuilles qui viennent ensuite se répandre sur les bords. Elle est verte à peu près toute l'année, mais elle se reproduit d'une manière qui est assez particulière. Cette reproduction s'effectue pas en ce moment nous sommes au mois de janvier, elle s'effectue plutôt un petit peu en fin de printemps et ça déborde jusqu'à vers le mois de septembre. Et cette reproduction est assez originale, c'est pour cette raison en même temps que je vous ai attiré vers cette plante, parce que nous n'avons encore jamais vu ce système de reproduction dans les plantes que nous avons ensemble observées. Avant de parler de son mode de reproduction qui est pour le moins original, nous allons un tout petit peu détailler l'utilisation qu'on peut faire de cette plante. Depuis les temps anciens, les gens de la campagne ont utilisé et employé la scolopendre afin de nettoyer le foie et la rate. D'ailleurs, son nom signifie, ou plutôt son nom usuel dans la campagne était herbe à la rate. Mais son nom latin, le nom latin du genre de cette plante, qu'on appelle Asplenium, vient du mot splène qui veut dire rate. L'angle splénique en l'occurrence, c'est-à-dire
l'angle que fait le gros intestin ici au niveau de la rate, on appelle ça l'angle splénique. Splène, donc, c'est la rate. Donc certainement qu'à travers ce nom, on peut comprendre l'emploi qui a pu être fait de cette plante. De fait, l'utilisation de la scolopendre en tisane a une action bénéfique et sur le foie et sur la rate. C'est une plante qu'on peut utiliser sèche ou fraîche, elle a tout le temps cette activité. Une autre particularité de la plante, c'est qu'on peut la consommer et c'est pour cela qu'elle fait partie pour moi des plantes de survie car elle a tout autant la possibilité de nous nourrir que de nous soigner. Et sa consommation, en l'occurrence, est beaucoup plus simple et facilitée par le fait que ce sont des plantes qu'on repère facilement et il n'est pas besoin de faire beaucoup de complications pour ramasser les frondes ou les feuilles de cette plante afin de les consommer. En les consommant, évidemment, on se soigne un petit peu en même temps. Regardons ensemble les feuilles d'un peu plus près. Alors, je vous l'ai dit, les feuilles s'appellent en fait des frondes. Alors ces frondes, comme nous l'avons déjà vu un petit peu tout à l'heure, sont assez élancées, relativement fines. Elles font à peu près 2 cm de large de chaque côté de la nervure centrale. Et la partie supérieure de la fronde, comme vous le voyez, est brillante. Je vais en prendre une d'ailleurs, ce sera plus facile. Donc, cette fronde sur la partie supérieure est brillante, luisante et d'un très beau vert. Par contre, sur la face inférieure, nous voyons que celle-ci est un peu plus terne de couleur et que de chaque côté de la nervure centrale, elle est parsemée de petits traits bruns qui sont tous plus ou moins parallèles. Et cette disposition de ces traits qu'on appelle des sores, cette disposition lui a donné en réalité son nom de scolopendre car ça fait penser un petit peu à toutes les pattes d'un mille-pattes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Alors, puisque nous en sommes à parler de ces sores, nous allons pouvoir ensemble comprendre comment cette fougère se reproduit. Car les fougères, celle-ci en l'occurrence, ne fait pas de fleurs. Nous allons voir, cette façon de se reproduire est absolument magnifique. Ces petites lignes que vous voyez, qu'on appelle donc des sores, sont des espèces, si vous voulez, de petits organes qui remplacent les fleurs dans les végétaux qui, pour se reproduire, fabriquent un capitule fleuri dans lequel il se forment les graines ensuite. Ici, il n'y a pas de fleurs, mais à l'intérieur de ces sores, il y a des espèces de petites graines qui se forment, qu'on appelle des spores. Ces spores, lorsqu'ils arrivent à maturité pendant l'été, sont disséminés plus ou moins par le vent, mais pas trop loin de la plante, car la plante a besoin de trouver d'autres spores ailleurs pour pouvoir se reproduire. Alors ces spores, en réalité, lorsqu'ils vont être déposés un petit peu plus loin par le vent, comme je vous l'ai dit, vont se fixer sur sur une substance quelconque, sur du bois, sur de la terre, sur quelque chose, et vont former des toutes petites racines. Et là, cet organisme va s'arrêter à ce stade. À ce stade, on appelle ça un protale. À ce stade, cet organisme peut être soit femelle, soit hermaphrodite, c'est-à-dire mâle et femelle ensemble, soit femelle. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, à ce moment-là, les spores qui ont été disséminés, qui se sont transformés en ces mini-organismes vivants, ont besoin d'eau courante ou d'eau de pluie stagnante pour pouvoir être en contact avec les spores qui sont dans ces petites formations végétales. Et à ce moment-là, l'eau vient en contact avec la partie mâle de ces spores, emmène cette partie mâle vers une autre formation végétale de la scolopendre
qui, elle, est femelle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a fusion des deux gamètes pour former une nouvelle plante. Mais par contre, les espèces de formations végétales de départ, qu'on appelle protales, je vous l'ai dit, lorsqu'elles sont hermaphrodites, elles ne peuvent se féconder elles-mêmes. Autrement dit, ça veut dire qu'un organisme particulier doit absolument aller vers un organisme différent pour pouvoir produire une nouvelle plante. C'est ainsi que la plupart des fougères se reproduisent. On peut dire que pour elles, la nécessité de la pluie ou de l'eau est absolument fondamentale. Et c'est en même temps quelque chose qui nous permet de comprendre que ces plantes ne peuvent pas se disséminer sur des très très grandes surfaces, car c'est l'eau qui transporte leurs gamètes, c'est-à-dire le pollen, si vous voulez, le pollen, de telle sorte qu'il puisse toucher un autre organisme qui est prêt à le recevoir pour former cette nouvelle plante. Voilà, donc c'est pour cela que le dessous de ces frondes est tout le temps dessiné de ces petits traits bruns que l'on voit ici. Je viens d'aller laver les racines de la scolopendre pour que vous puissiez voir un petit peu tout son réseau racinaire. Vous voyez, il y a, formant une espèce de grosse perruque ici, toutes les petites radicelles qui poussent un petit peu en surface et qui lui servent à se nourrir. Et à l'intérieur, il y a ici, vous voyez, en surépaisseur, ce qu'on appelle des rhizomes. Ce sont des racines qui s'épaississent et en s'épaississant, elles stockent de la nourriture pour que la plante puisse supporter des conditions plus pénibles et ensuite aller un petit peu plus loin dans le cas où elle peut se déplacer. Vous voyez, alors ça représente, vous voyez, un réseau racinaire assez important. Tout ce qui est sur le dessus ici, ce sont des vieilles frondes qui se sont desséchées avec le temps, laissant la place à une nouvelle touffe. Hein. Voilà, celle-ci, je vais en couper une partie, je les emmènerai pour les manger, et puis je vais remettre tout ça dans la terre en espérant, mais je pense que ça va repartir, car nous sommes au mois de janvier, là il n'y aura pas tellement de problèmes. Voilà. Très belle plante.